suis ravie de vous accueillir pour cette session que nous avons décidé d'intituler « Construire un futur éthique avec l'intelligence artificielle et des pratiques d'achat responsables ». Alors tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Marine Rabérin, je suis directrice du segment dédié à l'éducation chez Lenovo pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Lenovo c'est un leader mondial en technologie et en innovation depuis plus de 35 ans, engagé et actif dans la transformation numérique de l'éducation, adaptée donc aux besoins des étudiants, des enseignants et des institutions. Donc, je suis ravie d'accueillir pour cette table ronde nos intervenants que je vais vous présenter. Tout d'abord, Stéphane Vincent Lancrin, qui est directeur adjoint du CERI. Le CERI, c'est le Centre de recherche et d'innovation pour l'éducation, au sein de l'OCDE. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Nous avons également Louis-Joseph Brossolet, ici à ma droite, directeur des projets stratégiques et de l'expérience étudiante au sein de l'ISEP, Grande École d'ingénieurs du numérique, qui est basée donc à Paris et à Bordeaux, et dont la devise, vous l'avez mentionné, est « Faire grandir le numérique au service de l'humain ». Donc je pense que c'est tout à fait lié à notre problématique du jour. Julien Combier, au centre, acheteur au sein de la CANU, centrale d'achat du numérique et des télécoms. Roxana Rougina, juste ici, secrétaire générale d'Impactia, qui est donc un collectif qui sensibilise au sujet et aux enjeux sociétaux de l'intelligence artificielle. Et puis enfin, Denis Gérardot, deuxième en partant de la gauche, responsable du département éducation et centrale d'achat pour Lenovo France. Et donc, peut-être en introduction, vous vous êtes peut-être fait la remarque de savoir traiter de l'IA éthique et des pratiques d'achat responsable dans une même table ronde, c'est peut-être un petit peu incongru. Tant finalement chacun des sujets à part entière requiert finalement une table ronde dédiée. Mais je vais vous expliquer un petit peu plus le pourquoi du comment. En fait, tout a commencé notamment avec des discussions qu'on a engagées avec l'OCDE, et donc dont Stéphane expliquera plus particulièrement certains de ses projets, mais entre autres qui mène un projet. Alors, je vais le dire en anglais, le nom du projet, Smart Data and Digital Technology in Education, AI Learning, Analytics and Beyond. Mais peut-être ce qui est, au-delà du titre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce projet produit un document qui est appelé Perspective de l'éducation numérique et qui également facilite un dialogue entre ministères et agences gouvernementales autour des enjeux, enfin des questions clés, des questions politiques clés relatives à la numérisation, telles que protection des données, vie privée, la concurrence et l'état du marché de la EdTech, mais aussi achat et intégration des solutions d'IA. Donc, c'est deux sujets qui nous ont un petit peu fait tilt. Et finalement, comme aujourd'hui on est à Educatech, on a décidé de manière un peu arbitraire de traiter ces deux sujets-là en particulier, mais pas seulement de manière arbitraire. La raison pour laquelle on a voulu s'attacher à ces deux piliers, donc l'achat responsable et l'IA responsable, c'est pour deux raisons. D'abord, les achats, parce qu'on considère aussi que les achats, on en parlera tout à l'heure, constituent un socle et constituent en fait un accélérateur pour des politiques de changement. Si en fait il n'y a pas de politique de changement dans la politique d'achat, il est parfois difficile d'amorcer des changements dans les usages et puis aussi difficile d'accompagner certaines transformations numériques. Et puis le deuxième thème qui est l'IA, finalement dont on ne peut pas échapper, qui est un peu partout autour de nous, et particulièrement dans des salons comme celui-ci, et qui finalement est à la fois potentiellement donc un accélérateur de ces transformations numériques, mais potentiellement également un risque pour le développement durable et responsable du numérique dans l'éducation. Voilà, une fois que j'ai posé le cadre de cette intervention, je vous propose de commencer par la partie achat responsable, et puis après on traitera de la partie IA responsable et du lien entre les deux. Et j'aimerais justement commencer avec vous, Stéphane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de l'OCDE rapidement, et puis particulièrement sur le sujet de l'éducation, partager vos constats, vos réflexions en ce qui concerne notamment les démarches d'achat numérique, puisque là on commence sur la partie achat responsable. Merci Marine, merci beaucoup pour cette invitation. À l'OCDE, on travaille donc avec les gouvernements, on est une organisation internationale et on peut dire qu'y accompagnons les gouvernements en fait sur des tas de sujets de société différents, y compris l'éducation.
On a des lignes directrices sur l'IA responsable, donc qu'on essaye de mettre en œuvre dans les différents secteurs. Et une chose qu'on fait dans le centre pour lequel je travaille, en fait, et qui est très liée à ce qui se passe ici, c'est en fait le suivi aussi des tendances et des frontières. Donc on a dans le projet qui a été mentionné toute une partie qui est sur les frontières technologiques et en fait quelles sont les opportunités qui sont apportées par la technologie à l'éducation, avec l'idée d'informer les gouvernements de toutes les choses incroyables qu'ils pourraient faire s'ils utilisaient les dernières solutions qui sont disponibles, mais aussi voir évidemment quels sont les garde-fous qu'il faut mettre en place et quelle utilisation responsable on doit faire de ces différents outils. Pour la plupart des gouvernements, une des grandes questions, c'est la question budgétaire, celle dont on parle. Et donc, les politiques d'achat sont très importantes pour utiliser de manière efficace en fait, les produits numériques. Et je dirais qu'il y a en fait 4 ou 5 considérations en général dans les politiques d'achat des pays. L'une, c'est le coût. En éducation, la plupart du budget va dans les salaires des enseignants et les salaires des personnes. Donc, il y a très peu de dépenses disponibles au niveau des écoles et malgré tout, c'est un budget qui est très important pour la plupart des pays. Donc, il y a cette considération qui est énorme. Mais il y en a une autre, c'est l'utilisation de ce qu'on achète. Et donc, ça, c'est un petit peu le problème pour beaucoup de solutions numériques. Donc, comment faire en sorte que la dépense dans les outils numériques se traduise en produits utilisés et qui servent, qui sont vraiment utilisés par les enseignants. Et donc, en général, il y a toute une problématique autour de la formation qui est des enseignants, en fait, donc qui va avec. La troisième, c'est l'efficacité de l'utilisation, donc faire en sorte que ça apporte vraiment une valeur ajoutée en termes pédagogiques, en termes de résultats finaux. Ensuite, évidemment, ça peut être d'autres objectifs, l'équité, l'inclusion, etc. Mais qu'il y ait un véritable effet. Et une des grandes difficultés dans le numérique et dans la technologie, c'est que c'est assez difficile à mesurer parce que ça dépend énormément de l'usage, en fait, et des multiples usages qu'on en fait. Et je dirais le dernier point, c'est la durabilité. Donc aujourd'hui, on a tendance à y penser en termes d'environnement et d'action climatique, mais il y a toujours eu cette idée de ne pas se laisser enfermer dans certains types de produits qu'on achète et de faire en sorte, donc c'est lié avec le point sur le coût, qu'on puisse en fait réutiliser les données et changer relativement facilement de produits numériques. Et le dernier, qui est moins pris en compte par les ministères de l'Éducation, mais c'est la stimulation de l'économie nationale, donc faire en sorte qu'on ne favorise pas des monopoles, qu'on encourage les nouvelles entreprises, etc. Et donc, dès qu'il y a un plan de relance, il y a toujours un petit volet technologie éducative, etc. Et beaucoup d'écoles, beaucoup d'élèves, etc. Comment ça se traduit en termes de politique d'achat? En fait, on a différents types d'approches selon les pays. On a des pays qui centralisent complètement, par exemple comme la Corée, la Turquie ou la Hongrie. Donc, il n'y a quasiment presque pas de possibilité pour les écoles d'acheter directement. Et donc, le marché du EdTech, c'est plutôt un marché vers les consommateurs, vers les familles, ou directement vers le gouvernement. Donc, mais c'est très centralisé. On a des pays, on reviendra comme la France, qui sont bien un petit peu des deux en fait. Des pays assez décentralisés comme les pays nordiques ou les États-Unis. Donc là où les pays nordiques, typiquement, ce sont les municipalités qui en fait achètent. Les municipalités ont en charge plusieurs écoles, donc ce n'est pas au niveau de l'école elle-même. Ou bien aux États-Unis, ce sont les districts. Il y en a 16 000 aux États-Unis à peu près, qui sont au sein des États et qui, en général, pour tout ce qui est éducation publique, sont ceux qui vont acheter en fait les licences ou bien les produits. Et à côté de ça, on a les écoles privées qui peuvent, elles, acheter directement, mais qui représentent un marché qui est à peu près le même que celui de la France. Ce n'est pas aussi énorme qu'on pourrait l'imaginer en termes d'inscrits. Et je dirais, on pourrait finir avec les super décentralisés, comme les Pays-Bas, où là, ce sont les écoles directement qui font tous les choix. Alors l'avantage de la centralisation, c'est que on peut avoir des coûts, on peut négocier un peu mieux sur les coûts quand on est vraiment centralisé. Et en principe, on a plus de compétences pour choisir les bonnes solutions au niveau pédagogique. Donc il y a vraiment un avantage de le faire. Mais le gros inconvénient, c'est qu'on se retrouve parfois à acheter des choses que les écoles n'ont pas envie d'utiliser. Et donc,
les chances que ça reste dans le placard sont beaucoup plus grandes que quand on est dans des solutions centralisées ou décentralisées, pardon, que ce soit au niveau de l'école ou au niveau des municipalités. Donc c'est vraiment ça le grand équilibre et la grande... donc certains pays essaient de faire un petit peu des deux. On essaye parfois de faire des listes préapprouvées qui permettent de laisser du choix, etc. Donc il y a différents types de manières en fait de permettre cette politique d'achat responsable et durable. Tout à fait, merci. Alors justement, Denis, si on en revient au contexte de la France, je pense que peut-être que tu pourrais nous donner un peu la physionomie de la manière dont fonctionne le marché de la France, même si beaucoup d'entre vous sont effectivement basés ici. Et puis peut-être un point particulier sur la loi AGEC, parce qu'on parle d'achat responsable, donc c'est quand même on va dire une loi structurante dans l'approche d'achat responsable. Tu peux nous en dire un mot? Oui, bien sûr. C'est vrai que les deux sujets sont intimement liés. Hein. Le matériel, communément appelé les écrans, qui sont parfois un peu décriés par les familles, par la communauté éducative, mais je dirais que ce sont des outils qui sont indispensables. Tant qu'on ne lira pas du numérique entre nos mains, il nous faudra des écrans et des matériels. Mais bien évidemment, ce marché en France qui est quand même grandissant, hein, il faut savoir que sur le marché français, uniquement sur l'éducation, vous avez 850 000 machines qui sont achetées par an sur le marché de l'éducation, donc pour couvrir le préélémentaire jusqu'au milieu universitaire. J'exclus la partie formation. Même si ces matériels je dirais, ont une durée de vie de plus en plus longue, et aujourd'hui les collectivités et la communauté éducative dans son ensemble essayent de faire durer le plus longtemps possible ces matériels, il faut bien évidemment les gérer de bout en bout, c'est-à-dire de la production elle-même jusqu'à sa déconstruction. Et c'est l'esprit de la loi AGEC. La loi AGEC, c'est tout d'abord un indice de réparabilité. Auparavant, les matériels étaient de plus en plus tout intégrés, avec des niveaux de réparation qui étaient relativement faibles. Donc, on a aujourd'hui cet indice de réparabilité qui est noté sur 10 et dont les administrations publiques prennent en plus en compte cet indice dans le cadre de cet achat responsable. Va venir s'y ajouter, au-delà de l'indice de réparabilité, un indice de durabilité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des tests qui vont être réalisés avec une notation en termes de durabilité du matériel. Bien évidemment, les faire durer le plus souvent possible, enfin le plus longtemps possible. Vous avez également ce qu'on appelle de plus en plus le réemploi. Vous pouvez effectivement maintenant, je dirais, recycler les matériels et ce qu'on appelle communément acheter des matériels qui viennent du back market. Lenovo a d'ailleurs une solution qui permet de récupérer et de remettre à niveau l'ensemble des matériels qui peuvent avoir 3, 4, 5 ans. Alors c'est assez compliqué, c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut changer. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une machine qui a 4-5 ans, qui viendrait à être ce qu'on appelle communément en anglais refurbishée, c'est-à-dire remise à niveau, ou pratiquement à neuf, coûte plus cher qu'une machine neuve. Donc par essence moins performante et qui offre moins de capacité. Mais c'est tout l'état d'esprit de cette loi, c'est-à-dire de faire un achat responsable, c'est aussi faire des concessions sur la performance. On était jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a quelques temps, uniquement motivé par une surenchère technologique permanente. Aujourd'hui, l'état d'esprit est en train d'évoluer et de changer. Aujourd'hui, on parle de moins en moins d'obsolescence programmée. Les constructeurs, dans leur ensemble, et plus particulièrement Lenovo, font des efforts sur cette partie-là. Et puis, on a aujourd'hui une transparence vis-à-vis de l'ensemble des collectivités et de nos partenaires sur ce qu'on appelle des rapports sur l'empreinte carbone et sur l'impact sur l'environnement. Donc ce sont des compagnies indépendantes qui effectivement mesurent l'impact environnemental. Et de plus en plus aujourd'hui, les gens sont conscients qu'on doit prêter une attention particulière sur cet aspect. Oui, merci. Alors justement, il y a une attention
particulière qui est portée sur ce sujet, mais pour autant, vous, en tant que collectivité, acheteur dans le secteur public, et notamment dans l'éducation, il est parfois difficile de trouver son chemin. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire intervenir, Julien, sur justement le rôle des centrales d'achat, comme l'est la CANUD, pour adresser ces questions d'achat responsable et pour aider finalement les institutions à trouver leur chemin. En fait, qu'est-ce que vous avez, enfin, comment vous appropriez ce sujet-là également? Alors, et peut-être rappeler qui est la CANU avant de commencer. Oui. Donc la CANU, c'est la centrale d'achat du numérique et des télécoms, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une centrale d'achat qui a été créée assez récemment par des collectivités territoriales et qui est à destination des collectivités territoriales, qui donc traite bien évidemment des besoins de l'éducation. Donc cette centrale, le rôle de ces centrales d'achat, c'est d'apporter des solutions pour nos adhérents, notamment en matière de RSE, mais aussi en matière économique, bien sûr. Ces solutions peuvent... Alors, on fait des marchés, pour reprendre les termes de la centralisation tout à l'heure, on essaye de garder effectivement les avantages d'un modèle décentralisé tout en proposant finalement une forme de centralisation grâce à différentes centrales. On n'est pas non plus les seules centrales à intervenir. Donc sur la partie RSE, il y a deux choses différentes. D'abord la partie sociétale et la partie environnementale. Sur la partie sociétale, on fait des marchés en utilisant des outils du Code des marchés publics, notamment des lots réservés pour faire travailler des ESAT, des entreprises adaptées. On utilise les mécanismes juridiques de clause d'insertion sociale, etc. Donc on essaye de favoriser l'intégration sociétale dans nos marchés. Et sur le côté environnemental, alors Denis en a parlé un peu tout à l'heure, c'est pas très facile de faire des achats durables dans le matériel informatique. Il y a plusieurs freins. Le premier frein, donc c'est un frein économique, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, ça coûte plus cher d'acheter un matériel reconditionné que du back market, mais c'est un matériel reconditionné. Aujourd'hui, ça coûte plus cher que d'acheter un matériel neuf, pour différentes raisons. Mais bon, voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut trouver les sources d'approvisionnement nécessaires pour couvrir les besoins. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez acheter du matériel reconditionné, forcément, c'est pas sans fond. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui font du reconditionnement aient pu acheter des matériels en quantité suffisante pour pouvoir fournir les différentes demandes. Voilà. Et enfin, le dernier point un peu difficile sur la partie durable, c'est que sur la partie informatique, des matériels qui sont plus anciens ont tendance à être un peu plus consommateurs et énergivores que des matériels plus récents. Et du coup, il ne faut pas non plus axer ses choix sur quelque chose qui finalement devient moins durable que si on avait acheté du matériel neuf. Mais donc voilà, il faut effectivement passer par-dessus tous ces freins. Voilà, il faut une démarche volontariste, Denis en a parlé, il faut effectivement être en capacité d'intégrer on va peut-être avoir besoin de moins de performance, moins courir après l'innovation technologique, il faut faire quelques efforts financiers. Dans les périodes qui arrivent, ça risque de pas être très facile. Voilà, il faut vraiment effectivement une partie volontariste forte pour... Donc ça, c'est sur la partie du marché, des marchés reconditionnés. Ce que vous m'expliquiez aussi en préparation de cette réunion, c'était si on ne part pas sur du reconditionné, mais qu'on part sur du neuf, il y a aussi quand même des critères qui doivent être pris en compte pour garantir un niveau de durabilité. De durabilité, oui, exactement. Ouais. Donc ça, effectivement, on essaye de plus en plus de mettre en avant ces critères. Donc quand on fait des consultations, on sollicite et on challenge en fait les candidats. Denis a parlé de la durabilité, c'est un point important. On essaye aussi de mettre en place des compensations carbone, d'essayer de mettre en place des éléments pour améliorer la durabilité de nos achats. Oui. Et puis, c'est les deux points essentiels. Évidemment, on travaille sur la labellisation des candidats, sur toute la normalisation, tout ce qui est niveau IPIT. On essaye d'évaluer au mieux les capacités des candidats à avoir une démarche durable. C'est pas toujours très facile, c'est pas toujours très facile à objectiver, mais effectivement, on essaye de le faire. Et pour le coup,
c'est vrai que l'apport des centrales, c'est d'apporter une vision un peu plus, j'allais dire, professionnelle de la sélection d'un candidat. Oui, effectivement, en fait, vous avez bien mentionné les défis auxquels fait face une centrale d'achat, comme peut faire face aussi tout un chacun dans sa politique d'achat. Vous expliquez effectivement la problématique d'approvisionnement, la problématique tarifaire qui est peut-être contradictoire avec ce qu'on peut imaginer du marché reconditionné. Là, vous mentionniez effectivement les défis de consommation électrique qui peuvent être plus importants. Et finalement, c'est aussi nous questionner tous sur notre capacité, notre volonté finalement à avoir une démarche. Ouais, vous parliez de volontariste, donc c'est d'aller, malgré les inconvénients qu'on constate aujourd'hui, pouvoir néanmoins avoir cette volonté d'amorcer la pompe. Des freins, il y en a. Ouais. Pour autant, voilà, aujourd'hui, dans notre centrale, par exemple, on propose un marché de matériel neuf et un marché de matériel reconditionné pour faciliter l'accès au matériel reconditionné, puisqu'en termes d'expression de besoin, c'est difficile de faire un marché sur du matériel reconditionné. Donc on apporte ces choses-là. Mais effectivement, il faut passer outre les freins pour aller chercher effectivement plus Et finalement, de on peut durabilité. faire le lien aussi avec cette nécessité de structurer grâce à des lois incitatives, où finalement là les lois vont prendre le dessus finalement sur on va dire l'objectif et ce qui peut paraître contre-intuitif au départ, et finalement là la loi nous oblige un petit peu à passer cette première étape. Ça amorce la pompe, mais effectivement il faut après que chacun effectivement gère. Absolument. Merci beaucoup. Denis, peut-être en réaction à ce que disait Julien sur le marché du neuf, du reconditionné, et la manière de faciliter la durabilité, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur peut-être un certain nombre de choses qui sont mises en place par des constructeurs comme Lenovo, évidemment, puisque nous on peut parler de Lenovo, sur ces questions de durabilité, de réparabilité et d'intégration. Ouais. Alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que normalement, alors la loi, elle est en vigueur depuis un certain temps maintenant. Elle a été très difficile à appréhender par l'ensemble des collectivités notamment, puisqu'à l'origine, elle imposait que les achats devaient comporter à minima 20% de matériel recyclé. Alors on pouvait tourner ou avoir une compréhension modulée de cette loi. On disait, bon, c'est pas l'achat de 20% en valeur, hein, parce que c'est 30% en termes de matériel, mais c'était, Lenovo propose des matériels qui intègrent 20% de produits recyclés, donc je suis conforme à la loi. Mais c'est pas en fait l'esprit de la loi. C'était la première étape qui permettait effectivement de pouvoir changer la conscience et pouvoir faire évoluer les habitudes d'achat, parce que c'est un vrai changement au niveau comportemental. On est vraiment dans cette dimension-là. Lenovo, de son côté, bien évidemment, certifie l'ensemble de ces matériels. Alors, on n'a pas attendu la loi GEC chez Lenovo, en tout cas pour... En plus, on est une société d'origine chinoise, donc on est quand même très regardé. Alors, je ne sais plus si c'est encore le cas, mais je sais que l'organisation écologiste Greenpeace utilisait des ThinkPad il y a quelques années. Mais l'ensemble des matériels Lenovo sont certifiés sur l'ensemble des organisations indépendantes qui sont légion sur le marché. On parle de IPID Gold, on parle de TCO, on parle de ROHS, donc tout ça ce sont des normes. Et bien évidemment, l'ensemble des produits Lenovo atteignent un niveau de certification les plus élevés. Et c'est un élément qui est important. Les matériels aujourd'hui, d'une manière très générale, notamment sur la gamme mobile, comportent 20% de produits recyclés. L'ensemble des cartons, y compris, vous savez, on appelle les FOM, ce sont les renforts à l'intérieur du carton qui viennent maintenir le notebook à l'intérieur. Bien souvent, c'était du PVC ou du plastique. Aujourd'hui, Lenovo remplace ça par de la bagasse, c'est-à-dire ce sont des FOM en cartonnage qui sont issus de la canne à sucre. Donc c'est tous ces points qu'on met. Et puis il y a également un projet qui s'appelle Turn into Wonder, enfin Waste into Wonder. C'est un projet qui a été mis maintenant en place il y a maintenant plus d'un an chez Lenovo, qui vise
à promouvoir les activités STEM au sein des établissements et de proposer avec les cartonnages, enfin les emballages, de proposer la réutilisation des packaging. La réutilisation des packaging autour de projets sur divers projets. Oui. Le projet c'est Turning Waste into Educational Wonder, pour être plus précise. Merci Denis. Alors j'aimerais, on a effectivement parlé de l'aspect environnemental, j'aimerais bien revenir sur un des thèmes que vous avez évoqué précédemment Stéphane, qui était la question de l'usage du matériel acheté, c'est-à-dire notamment dans le cadre d'achats centralisés. Et donc j'aimerais avoir votre réaction, Louis-Joseph, si vous le permettez, parce que je sais que vous êtes effectivement, en tant qu'école d'ingénieurs, vous êtes en relation avec les écoles, les lycées, et vous avez des retours sur ce sujet-là et aviez effectivement des réactions par rapport à ça, et puis peut-être un mot pour aussi présenter l'ISEP. Bonjour à tous. Oui, c'est bon, je crois que ça fonctionne bien. Bonjour à tous. Donc, l'ISEP est une grande école d'ingénieurs du numérique qui existe depuis 70 ans, et je joue à domicile puisque nous sommes à Issy-les-Moulineaux, à une portée de jet de souris du Palais des Expositions. Donc l'ISEP s'intéresse, c'est son métier, au numérique et aux usages, et nous travaillons avec des lycées en ce moment même pour réfléchir à quelque chose qui est un mot qui n'a pas encore été prononcé, mais qui est le bien-être des établissements à l'ère du numérique. Et on a parlé de durabilité, donc plutôt matérielle, et là le petit point auquel je contribue, c'est parler de la durabilité au sein des établissements quand ils reçoivent du matériel. Et les chefs d'établissement que nous avons, avec lesquels nous travaillons, disent, mais en fait, l'arrivée du numérique, quelquefois, se fait dans des environnements socio-techniques qui ne sont pas prêts. L'ordinateur, il n'y a pas assez de gens pour s'approprier cette nouvelle machine, logiciel, IA, ce que vous voulez. Et donc, à part les 2 ou 3 profs qui travaillent la nuit parce que c'est leur trip, les ordinateurs, finalement, sont sous-utilisés et même sont utilisés d'une façon quelquefois qui n'est pas pédagogique et du coup font du mal là où ils auraient dû contribuer au développement des élèves. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc c'est l'aspect RSE finalement de l'achat, de l'acte d'achat et de l'acte de la vente. Il y a un achat responsable, mais il y a également une vente responsable. Mes collègues autour de cette table, effectivement, se posent la question de comment est-ce que cet équipement s'insère d'une façon propre dans un établissement. Et donc, le mot de fracture numérique à l'intérieur des établissements est une réalité. Vous avez, quand vous injectez de la technologie dans un établissement scolaire ou même universitaire, croyez-le ou non, en fait, vous avez tout de suite une différence qui se creuse entre ceux qui sont suffisamment comment dire, développer, le mot n'est pas le bon, mais pour s'approprier cette technologie et en faire et la mettre au service d'un travail qui soit encore meilleur. Mais en fait, on laisse sur le côté, pour reprendre une expression américaine, on laisse sur le côté des élèves qui n'ont pas encore le bagage pour l'utiliser de façon intelligente, désolé mais, du terme, et on laisse de côté aussi des enseignants qui n'ont pas le bagage pour utiliser les machines de façon intelligente, vous m'avez compris. Et donc, ce mot de fracture est une vraie réalité, et on ne peut pas imaginer de déverser la technologie en grand dans nos établissements sans se poser la question de ne laisser personne derrière. Voilà. Oui, merci. Peut-être Julien, en réaction à cette question de fracture numérique, à ce contexte, j'aimais bien cette expression, l'environnement socio-technique qui n'est pas forcément mature ou prêt à recevoir des équipements. Une réaction par rapport à ça ? Oui, au-delà d'être prêt à recevoir les équipements, c'est aussi difficile, en utilisant du matériel reconditionné, d'avoir une stratégie de standardisation. Ah oui, en plus, oui. Ouais. Et donc, aujourd'hui, c'est encore une difficulté, effectivement. Le fait d'avoir des matériels qui sont plutôt hétérogènes empêche, effectivement, d'avoir une standardisation qui va permettre une meilleure possession du parc et peut-être aussi de proposer une meilleure formation, une aide à l'utilisation, en fait, des matériels. C'est rigolo parce qu'en fait, dans la réalité, un établissement est composé si on parle des enseignants, eux-mêmes n'ont pas des besoins homogènes. L'enseignement de NSI
ancien ingénieur va avoir besoin d'une machine beaucoup plus intéressante et ses élèves auront besoin d'une machine beaucoup plus intéressante que l'enseignant d'histoire géo. Donc, s'il voit arriver un parc de PC homogène, eh ben, certains ne seront pas contents par le bas et d'autres ne seront pas contents par le haut. Et donc, au fond, la normisation... Il faut travailler sur l'adaptation effectivement aux besoins, qui est une logique inverse de celle de la standardisation. Tout à fait. Denis, peut-être en réaction à ça, un commentaire aussi sur cette question d'appropriation de l'outil digital. Je pense sincèrement que pour l'appropriation de l'outil digital dans l'éducation, on a depuis trop longtemps maintenant oublié que la pierre angulaire de l'appropriation du digital devait passer par le corps enseignant. Je pense qu'il y a aujourd'hui une nécessité d'accompagner le corps enseignant à maîtriser ces outils, parce qu'il faut pas, enfin, ça leur apporte un travail supplémentaire au-delà de la maîtrise et l'apprentissage de l'outil lui-même, mais ce sont des outils qui délivrent des tonnes d'informations qu'il faut à la fois appréhender, vérifier, recroiser, donc c'est un job supplémentaire, et je pense qu'il faut accompagner les enseignants. On a monté un programme et on est en train de monter un programme avec la région Occitanie, enfin en région Occitanie, pour l'accompagnement des enseignants, en leur proposant un cheminement qui leur permettra d'avoir un cursus d'apprentissage ou d'appropriation qui leur sera propre. C'est-à-dire que notre système de formation va essayer de s'immiscer, parce que c'est autour de l'intelligence artificielle, va essayer de s'immiscer de manière intelligente pour mesurer les attentes, déjà, de chacun des enseignants, parce que bien évidemment, ils n'ont pas tous le même niveau, mais également leur délivrer le bon contenu. Donc c'est un programme qu'on met en œuvre dès à présent en région Occitanie, sur plusieurs collèges. On aura, je pense, un feedback, enfin un retour dans les semaines qui viennent, et normalement on devrait le généraliser à l'ensemble du territoire pour passer au travers d'un réseau bien connu, dont je ne peux pas citer le nom, mais d'un réseau de formation bien connu sur l'ensemble du territoire national. Mais je pense que c'est un des leviers qui doit permettre cette appropriation. Roxana, un commentaire aussi sur cette démarche globale. Ce que Denis disait, ça me fait beaucoup penser aux réflexions qu'on a au sein de collectif Impact AI sur le changement de paradigme, je dirais d'aller plutôt vers une innovation responsable et la manière dont on conçoit l'outil de design jusqu'aux usages. Ça nécessite peut-être beaucoup d'accompagnement et c'est un véritable changement de paradigme, donc aussi de temps, de budget qui vient avec. Et il faut s'outiller pour en détailler. Et alors, Roxana, vous m'offrez une parfaite transition vers la deuxième partie de la table ronde. On va plus s'attacher à la question d'IA responsable. Donc, on glisse naturellement vers ce deuxième sujet. Donc, l'éthique, la responsabilité de l'intelligence artificielle, ou plutôt, en fait, on devrait dire de la conception et de l'utilisation de l'IA, notamment dans l'éducation. Donc j'aimerais bien revenir vers vous, Stéphane, et peut-être à nouveau interroger finalement les constats et les réflexions de l'OCDE sur ce sujet. Donc la question de l'IA responsable, c'est le grand thème à l'OCDE. Je pense qu'il faut... il y a tout un aspect qui est réglementaire, et je dirais que de ce point de vue-là, la plupart des pays de l'OCDE sont déjà assez avancés, donc, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la protection des données, de la vie privée, etc. Donc il y a des lois qui sont assez fortes dans la plupart des pays en fait sur ces sujets-là, même si ça reste la plupart du temps le grand sujet de discussion en fait. Une des difficultés, c'est la mise en œuvre en fait. Et c'est la confiance dans les entreprises, par exemple, qui les mettent en œuvre. Donc, s'assurer qu'effectivement, les données qui ne doivent pas être gardées ne sont pas gardées, ne sont pas utilisées comme elles ne devraient pas l'être, etc. Donc, mais a priori, dans des états de loi, etc., donc on peut avoir confiance. Les nouveaux thèmes, en fait, c'est plutôt autour des questions sur le biais algorithmique. Est-ce que, en fait,
les solutions technologiques IA sont aussi efficaces avec certains groupes qu'avec d'autres. Et en fait, il y a toute une recherche qui montre que ce n'est pas le cas, c'est pas toujours le cas. Est-ce que parfois elles représentent les différents groupes de manière différente et donc est-ce qu'il ne peut pas y avoir des biais Donc voilà, en fait, c'est toutes ces nouvelles questions qui, là pour le coup, sont complètement en dehors du champ réglementaire et qui sont vraiment une des responsabilités au niveau de la conception des outils numériques et d'une certaine manière, à ce stade, une responsabilité des entreprises. Une des choses que l'on soutient à l'OCDE, que l'on promeut, en fait, c'est la co-création au niveau de la conception et donc peut-être pas pour tout, mais qu'on implique les usagers, en fait, dès le départ du design, aussi dans le souci que les outils numériques soient utilisés par les acteurs, donc par les enseignants, par exemple, ou bien par les étudiants, si jamais c'est eux qui sont la cible, en fait, de ces sujets-là. Et donc, on a un certain nombre d'initiatives dans certains pays, en fait, qui sont vraiment focalisées sur cette approche-là. Mais la dernière chose que je voulais dire, en fait, c'est que quand on parle d'éthique, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une partie réside dans le produit, en fait. Une autre partie reste chez les humains. Et donc, il y a aussi, ça reste l'éthique humaine. Donc, si on pense par exemple à des outils IA comme les systèmes d'alerte précoce, donc, qui en fait sont censés aider à diagnostiquer si certains étudiants ont un risque de décrochage, il y a deux manières de répondre. Il y a faire l'intervention pour essayer de les empêcher de décrocher, de les garder dans le système. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été développés. L'autre manière de faire, ce serait de se dire « Ah, c'est peut-être un problème que je vais passer à une autre école que la mienne. » Et donc, il y a aussi parfois une responsabilité qui est humaine et non pas liée à la machine. Donc, c'est l'usage, en fait, de l'information et de ces produits-là. Non, merci, merci Stem. Vous posez un certain nombre de sujets autour de l'IA, donc j'aimerais qu'on s'arrête sur certains d'entre eux puis qu'on les développe avec le reste des panélistes. Et j'aimerais peut-être commencer par la notion effectivement de responsabilité. Vous aviez mentionné le rôle des entreprises. Alors là-dessus, Roxana, j'aimerais peut-être que vous puissiez commenter justement sur le rôle des entreprises. C'est justement très drôle l'exemple que tu as donné. On parlait tout à l'heure de scoring des États-Unis. Et je me rappelle des débuts d'Impact AI, 2018, c'était le début de la réflexion sur la loi de l'IA qui aujourd'hui s'appelle AI Act et a été votée pour entrer en vigueur à partir de l'année prochaine. On parlait justement, on a pris des cas d'usage des collèges qui utilisent l'IA pour faire du scoring et évaluer aussi la motivation des élèves. Il y a des différences culturelles qu'il faut prendre en compte quand on parle de l'IA éthique, de l'acceptabilité sociétale ou pas de certains critères. Et ce n'est pas toujours évident de choisir les meilleures méthodologies, enfin de mettre à point les méthodologies pour que ça marche partout pareil. Donc il faut être assez ouvert, assez flexible et surtout s'entourer. Et c'est pour ça qu'on a créé ce collectif d'entreprises. Aujourd'hui, on a 80 entreprises qui développent de l'IA, donc c'est des faiseurs, ceux qui font l'IA, mais aussi on a dans le collectif des écoles, des associations qui réfléchissent aux enjeux sociétaux, parce qu'au-delà des questions autour de la conception et comment est-ce qu'on rend l'IA éthique, respectueuse de l'environnement, des droits de l'homme, etc., il y a aussi la question des usages et comment est-ce qu'on impacte différents publics. Et là, sur l'éducation et sur l'aspect réglementaire, je tenais à rappeler que l'éducation est un des... En fait, dans la loi de l'IA, on a 4 catégories de systèmes d'IA basées sur les risques. Et l'éducation est classée comme étant un domaine à haut risque. Donc, d'autant plus une nécessité d'envisager l'utilisation de l'IA avec des chartes, avec une gouvernance et toute une réflexion qu'on appelle approche holistique de l'IA responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de
partir des principes, des valeurs vraiment d'une culture organisationnelle, intégrer les principes éthiques et partir de cette base qui est essentielle pour après développer des outils ou va aller chercher les outils qui nous permettent de utiliser et dire que les IA qu'on a aujourd'hui ou qu'on met à disposition ou qu'on intègre sont intégrés de manière responsable. Donc c'est toute une démarche. Nous, on accompagne les entreprises. Je parle beaucoup de responsabilité des entreprises quand on parle d'impact AI et de nos outils, des guides qu'on a et des fiches pratiques qu'on fournit aux entreprises. Mais il y a surtout un sujet qui est celui de la confiance. Donc peut-être que l'IA responsable, ça ne parle pas à tout le monde, ça parle beaucoup aux entreprises, en tout cas qui développent et qui utilisent les systèmes d'IA. Mais la confiance, ça parle sûrement à tout le monde. C'est une question sur laquelle nous, on travaille depuis le début. On cherche à sensibiliser autour de l'IA. On a un observatoire qui évalue la perception de l'IA et la manière dont la confiance de l'utilisateur évolue en fonction des usages qu'il fait. Et on voit depuis 2018 comment ça évolue en France. Et je tiens peut-être à mentionner un point précis sur la question de la confiance. Souvent, on dit qu'il est important de développer des systèmes d'IA safe, secure, éthiques pour s'assurer que l'utilisateur va avoir confiance, donc il va utiliser le système. Mais un danger, un vrai risque qui est celui de la surconfiance, notamment sur les cibles jeunes des adolescents qui utilisent des produits d'IA. En octobre, justement après notre premier échange sur cette discussion, il y a eu un cas aux États-Unis, un procès d'une famille qui est aujourd'hui en procès avec une start-up qui a développé une IA dont le chatbot a amené leur enfant à un suicide. Donc il y a des vrais cas des impacts psychologiques sur les jeunes qui font confiance aux chatbots comme s'ils étaient des humains, aussi parce que l'anthropomorphisation de l'IA ou rendre l'IA trop humaine, c'est un danger. Donc, il y a un vrai équilibre et sur cet équilibre, on travaille vraiment avec l'ensemble des acteurs, pas que les entreprises, mais comme je disais, il est important d'avoir une réflexion collective et de réfléchir ensemble avec pas que des développeurs, mais des psychologues, des sociologues, des enseignants. Très bien, merci beaucoup Roxana. Et justement, je pense que ça fait une bonne transition avec vous, Louis-Joseph. J'aimerais que peut-être vous preniez un moment pour partager avec l'audience la position justement de l'ISEP sur cette question de l'IA comme levier, mais aussi des risques de l'IA pour le développement, la santé mentale et le développement des élèves. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas mentionnée, mais vous l'avez évoqué un tout petit peu, c'est que vous êtes aussi responsable de la démarche RSE au sein de l'USEP et du bien-être des étudiants. Donc effectivement, c'est un sujet qui a fait nombreuses discussions au sein de l'USEP. Donc si vous pouviez nous en dire un mot. Oui. Alors, un établissement d'enseignement, c'est un établissement où on forme des hommes, des femmes et leur cerveau. Et quand on dit ça, la question c'est quelle part de la machine on accepte et on pense raisonnable dans la formation de ces personnes. Et donc l'ISEP, faire grandir le numérique au service de l'humain, on a récemment réfléchi à ce qu'on voulait faire chez nous, et on en a parlé à nos lycées, mais simplement on complète le software, le hardware, le software par ce que l'ISEP appelle le humanware, c'est-à-dire la capacité des humains à travailler seuls et en groupe. Et c'est la fonction d'une école comme l'ISEP, mais je peux généraliser à tous les établissements d'enseignement, c'est comment est-ce qu'on forme des gens. On n'est pas là pour former des machines, on est là pour former des gens. Et
notre mission, et je vous rappelle, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Vous vous souvenez de l'expression réseau de neurones? Mais n'oubliez pas que le premier réseau de neurones, il est entre nos deux oreilles. Les vôtres, les vôtres, les vôtres, les vôtres, oui, vous aussi. Et donc, nous devons former d'abord les réseaux de neurones des élèves avant de leur apprendre à former des réseaux de neurones artificiels. On ne peut pas utiliser intelligemment un réseau de neurones artificiel si le nôtre n'a pas été éduqué correctement. Et quand on en parle entre Cadra, Quinca, on a tous utilisé l'intelligence artificielle, ChatGPT, des trucs comme ça, en disant oh là là, mais ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Mes comptes rendus de réunion, mes tableaux Excel, mes programmes simples, etc. Mais parce que nous sommes capables de dire à la machine, de lui indiquer par un prompt intelligent ce qu'elle doit produire, et quand elle produit son texte ou son code, de comprendre comment ce texte et ce code répondent à la demande. Mais ça demande d'avoir passé du temps soi-même à réfléchir. Si vous mettez tout de suite la machine, le moteur d'IA dans les mains d'un élève, la nature étant ce qu'elle est, et on en a tous été enfants, hein, on a tous été étudiants, eh ben, on va avoir tendance à se reposer sur cette machine. Et pour la première fois, on avait, évidemment, c'est pas d'aujourd'hui le rôle de la machine, mais l'IA, c'est la première fois où à la fois la machine réfléchit pour vous et écrit pour vous. Aux dernières nouvelles, être humain, on a été formé pour faire fonctionner le cerveau, l'œil et la main. Là, ça ne se change pas d'un coup de cuillère à peau. C'est comme ça qu'on a évolué. Mais l'IA menace de bypasser complètement le cerveau et la main. Donc, il n'y a plus que l'œil, éventuellement. Et donc, tous les établissements et tous les éducateurs sont face à la question de comment est-ce que j'utilise cet outil, quelle est la place de l'outil par rapport à mon rôle fondamental de créer de l'intelligence entre les deux oreilles de chacun de mes élèves. Et je vous garantis que c'est un stress pour les enseignants. Un enseignant, aujourd'hui, est challengé au quotidien. C'est vrai chez moi, à l'ISEP, c'est vrai dans les lycées, j'en ai parlé aux directeurs, nos amis, mais on a des élèves maintenant qui utilisent ChatGPT pour vérifier que le professeur dit des choses vraies. Donc, le rôle du professeur, son espèce sa position de sachant est challengée en live. Elle n'est pas challengée le soir ou le week-end, elle est challengée en live. Et donc, je peux vous garantir qu'il y a une menace sur le bien-être non seulement des professeurs, mais aussi des élèves qui ne savent plus très bien à quel sein se vouer. Donc, le bien-être des membres de la communauté éducative, donc des élèves, des enseignants, éventuellement des administrateurs dont je fais partie, est un réel souci. Et donc la question de la durabilité, elle est aussi sur comment est-ce qu'on ne fait pas complètement exploser les établissements parce qu'on a injecté de la technologie à des endroits et d'une façon qui n'était pas encore le bon endroit, et de bonne façon et de façon responsable. Voilà, donc Humanware, pensez aux humains d'abord. Et alors justement, parce que là on dresse un tableau qui peut être un petit peu anxiogène, bien sûr, je pense qu'il faut qu'on garde à l'esprit les bénéfices de l'IA, et j'aimais bien notamment les solutions que vous aviez trouvées, comment en fait retrouver cet équilibre et comment faire cohabiter justement intelligence humaine, intelligence artificielle. Eh ben, c'est là donc une réflexion qui se fait au niveau de chaque équipe pédagogique, mais évidemment il y a des réflexions à agréger à des niveaux plus supérieurs, y compris heureusement au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. L'idée c'est à quel moment et sous quelle forme l'injection de ces outils extraordinaires, parce que c'est vraiment extraordinaire, magique, est souhaitable. Et donc la réponse elle est différente, elle est malheureusement pas unique, elle est à adapter à chaque classe, à chaque établissement, parce qu'un établissement de Bordeaux n'est pas le même qu'un grand lycée de Paris, qui n'est pas le même qu'un établissement à Marseille. Et c'est donc toute la difficulté, c'est d'arriver à redonner le contrôle à la communauté pédagogique de ces outils, et ça passe par la formation. Il faut qu'ils aient une impression de maîtrise pour s'approprier. On doit maîtriser l'outil. Ça passe par un accompagnement. Ça passe par la confiance. Et puis bon, il faut aussi parler de temps en temps aux enfants et aux parents.
Mais j'aimais bien aussi l'exemple que vous m'aviez cité, qui était, de donner des exercices encore plus difficiles, ou en fait des exercices que les enfants seuls, à leur stade d'apprentissage, ne pourraient pas régler par eux-mêmes, et qui les oblige justement de manière intelligente à aller chercher l'information. Absolument. Donc ça c'est une technique qui consiste à dire, un exercice simple de programmation, aujourd'hui, un élève, qu'il soit en informatique au lycée ou à l'ISEP, peut en 2 coups de cuillère à peau, en 4 secondes, faire le devoir qu'il lui est demandé en Python ou en Java, en demandant à ChatGPT de le faire. Pas de souci. Donc, une réaction intelligente, c'est dire, puisque vous avez un outil extraordinaire, je vais vous demander des choses plus difficiles. Absolument. Mais, depuis que je vous ai dit ça, j'ai eu une discussion intéressante avec mes collègues, et c'est la fracture qui réapparaît. On se rend compte que les élèves les plus cortiqués sont capables d'aller plus loin et de faire un truc incroyable et de développer un logiciel extrêmement complexe en 1 heure parce qu'ils ont leur propre réseau de neurones est adapté à la mission. Mais un élève un peu plus faible ne va même pas commencer à pouvoir comprendre et va faire de la soupe. Et donc, comment est-ce qu'on ne laisse personne derrière? Et c'est vraiment flippant. Alors j'aimerais peut-être revenir sur un des thèmes que vous aviez évoqué au tout début, Stéphane, quand on parlait de l'IA, qui était la partie des biais. Donc les biais qui entraînent des discriminations, donc qui sont des discriminations que tout un chacun peut amener à faire de manière humaine, mais qui sont potentiellement répliquées, voire amplifiées avec de l'IA, et donc qui entraînent des discriminations de manière plus large. Donc je sais que l'ISEP porte d'ailleurs un effort particulier sur le sujet, autour de la sensibilisation aux biais. Et avant que vous nous en disiez plus, justement, j'aimerais peut-être vous interroger, Roxana, pour parler de ce sujet qui est un sujet que vous avez beaucoup traité, la question des biais. Oui, c'est vrai. Un partenariat d'ailleurs avec une association qui est très engagée sur les sujets de l'inclusion et de la présence des femmes dans la tech. Donc le Cercle Interrel et Impact AI se sont réunis et ont travaillé ensemble pendant toute une année sur un module de formation qui est aujourd'hui gratuit, disponible sur le site Impact AI et je pense sur le site Interrel aussi. C'est un module de 3 heures qu'on a mis ensemble avec une dizaine de contributeurs. On a eu des responsables pédagogiques, des développeurs d'IA, des différents profils, des sociologues, des psychologues aussi, qui ont travaillé sur déjà la définition des biais, parce qu'on a tous des biais. Et l'IA, elle ne fait que amplifier nos biais. Donc, si nous ne sommes pas conscients de nos biais, l'IA ne pourra pas nous aider à aller plus loin. Et il est important qu'on soit déjà conscient, et on l'a vu moi-même en étant dans la classe chez ISEP, mais d'autres écoles qui sont membres d'Impact AI. On a vu les débats autour de ces questions des biais. C'est très, très dynamique, le module de formation. Il dure 3 heures. Il est fait de manière à interagir, à créer un débat, une vraie réflexion et amener les étudiants, n'importe leur profil, ça ne doit pas être des ingénieurs ou futurs ingénieurs, mais ça se prête aussi en entreprise. En tout cas, ça les amène à s'emparer de la question et comprendre le cycle de vie d'un produit IA, d'un système d'IA, et à voir à quel moment les biais peuvent être détectés, contrôlés, limités, parce que, évidemment, comme je disais, on a tous des biais, on ne peut pas éliminer tous les biais. Donc, des IA sans biais, je pense qu'on n'aura pas, mais essayer de contrôler et de voir là où est-ce qu'on peut intégrer des méthodes et des outils, ça on peut le faire. Donc dans le module de formation, il y a aussi également des outils. Donc tout est disponible en ligne sur www.impact-ai.fr. Vous pouvez télécharger le module de formation. Vous voir en fin de session si vous êtes intéressé, tout à fait. C'est ça. On est parti d'un constat qui est celui de différents produits qui ont existé, ont été mis en marché
Il y a notamment le crédit Apple, il y a le système de recrutement d'Amazon, différents cas d'usage qu'on a analysés et où on a vu les dégâts d'un produit IA qui est allé sur le marché sans avoir été testé. Et on le voit notamment avec la communauté IA et santé. Il y a des vraies questions d'échantillonnage et de testing des produits d'IA, où la question des biais, le fait de développer un produit basé sur un set de données exclusivement masculin peut poser des problèmes très graves. Et c'est important d'être conscient et de parler aussi autour de soi. Donc on propose à la fin de cette formation une charte de responsabilité pour que chacun puisse trouver ses propres moyens, ses propres façons d'agir immédiatement sur son environnement et faire changer la donne. Et peut-être simplement une notion aussi en écho à la notion qu'évoquait Stéphane sur la réglementation. Là, on parlait récemment avec le philosophe Raphaël Antoven qui disait qu'on ne peut pas traduire un algorithme et un diagramme, ce qui fait notre humanité. Et c'est vrai que l'équité est une question, l'équité dans l'IA est un processus. Je disais tout à l'heure, c'est très difficile de trouver le bon équilibre. Également pour traiter la question des biais de genre ou d'autres biais dans l'IA, c'est tout un processus qu'il faut mettre en place. Les lois, les AI Act peuvent nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais pas comment. Le comment, c'est vraiment ce processus et c'est pour ça qu'on partage beaucoup des bonnes pratiques et on met à disposition tout notre savoir-faire avec le collectif Impact AI parce que il est important de déjà sensibiliser et avoir des discussions sur ces sujets pour mettre en place une stratégie après avec des processus, des outils jusqu'à mettre le produit sur le marché. Je pense qu'il y a différentes étapes. Ouais. Et nous on accompagne les entreprises à chaque étape avec les outils et les bonnes pratiques qui peuvent aider. Absolument. Alors, je vois qu'il nous reste 3 minutes, mais je pense qu'on aura le temps de couvrir les sujets qu'on souhaitait couvrir. Peut-être en réaction justement à ce que vient de dire Roxana, est-ce que met en place l'ISEP justement sur le sujet des biais? Alors, on a eu la chance de signer un partenariat avec Interrel et Impact IA l'année dernière. Donc, l'année dernière, on a joué en pilote le module dont il est question et on était très contents. Et cette année, on va le généraliser aux élèves de première année de cycle ingénieur. Et ça fait partie, petit à petit, de la mallette de bon sens et d'outils de l'ingénieur ISEP, mais il y a beaucoup d'écoles qui font ce genre de choses aussi pour faire en sorte qu'effectivement, on n'aboutisse pas à des absurdités dans les produits qui sont mis en développement. Mais la question des biais de genre est quelque chose auquel on peut tous se référer. Effectivement, un médicament qui est testé sur 95% d'hommes et 5% de femmes, les résultats sont plutôt biaisés sur les résultats donnés pour les hommes, donc ça peut être enquiquinant. Et même si on teste, par exemple, dans une grande société, on se dit, tiens, qu'est-ce qui fait le succès des cadres et parce que on souhaite identifier plus de femmes, mais si on teste l'IA sur les femmes qui ont réussi dans cette entreprise, qui sont rares, le problème, c'est que le moteur lui-même va dire des bêtises, puisqu'en fait, il n'a pas assez d'éléments pour être pertinent sur la population qui manque de peau et celle qui nous intéressait. Et toujours pareil, donc quand on revient à une école, et quand on commence à faire bricoler des élèves ou des étudiants sur ces sujets, on voit bien que très rapidement, en fait, c'est tellement facile de tutoyer ChatGPT, c'est tellement facile maintenant on a des outils de développement qui sont simples pour les modèles d'IA. Voilà, la facilité est un piège.
Merci beaucoup. Peut-être, Denis, en réaction sur aussi la prise en compte de cette question éthique de l'IA au sein d'entreprises comme Lenovo. Peut-être rapidement, je sais qu'on arrive en fin de session. Très rapidement, je pense qu'on peut maintenant, on a bien compris qu'on pouvait oublier et que ce n'était pas de la science-fiction, hein, on est vraiment dans le réel. Et que je pense qu'il convient de comprendre qu'il est inutile de lutter contre la machine. On est rentré dans une nouvelle ère qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Si la 3e était portée par le numérique, la 4e est portée par l'intelligence artificielle. Et il est nécessaire de s'adapter parce qu'on n'arrêtera pas le processus. Et donc, à partir du moment où ça va aller à la vitesse de la science et que la science aujourd'hui va à une vitesse incroyable, il va falloir que l'on pose des garde-fous pour garder la maîtrise. Louis-Joseph l'a très bien dit, pour garder la maîtrise des informations et de la véracité des informations qui sont délivrées. À notre niveau, on a nommé un RSSI qui sera au niveau exécutif et au niveau mondial, qui, autour d'une équipe, va valider l'ensemble des projets qui vont tourner autour de l'IA, l'ensemble des projets et des outils qui tournent autour de l'IA qui vont tourner. Alors ça concerne différents sujets, hein, la souveraineté, l'éthique, la diversité, l'inclusion, l'environnement, la transparence et bien évidemment la sécurité de la data, hein, parce que jusqu'à présent, si l'information de la big data qui nous était délivrée était analytique, c'est-à-dire qu'elle était délivrée et on en faisait ce qu'on voulait, demain, avec l'intelligence artificielle, cette data devient prédictive. Et c'est ça qu'il faut maîtriser. Et c'est les garde-fous qu'il va falloir poser pour effectivement utiliser ces datas issues de l'IA de la meilleure des façons possibles. Merci Denis. Et peut-être par rapport à cette notion d'employabilité que tu évoques, avec la notion de la 4e révolution industrielle, Roxana, cette question de lier éducation et emploi et travail, et comment justement la question d'IA doit être traitée sur ces questions-là. Et de bien-être. Ouais. Les trois, on a choisi cette année de lancer une nouvelle communauté autour de ces questions, de l'impact de l'IA sur les métiers, sur les compétences. Et c'est un travail à la fois de prospective, d'imaginer un futur, un avenir dont on n'est pas certain, et d'études, de réflexion sur l'état de l'art, sur toutes les études qui existent aujourd'hui. Évidemment, on peut pas nier et être tous que optimistes. On voit bien que l'IA transforme les emplois, mais il y a aussi la question de suppression des emplois et il y a la question de augmentation ou des nouveaux métiers qui apparaissent. Donc, on s'empare, on travaille ensemble sur des travaux à venir que je vous invite peut-être à découvrir. Le 10 décembre, on lance des masterclass IA responsables. Donc, si vous voulez participer à ces débats autour de futur de travail, mais pas que, de la santé, du bien-être et de l'éducation, on a un événement le 10 décembre et je pourrais vous inviter. Merci beaucoup Roxana, c'était peut-être le mot de conclusion pour votre part, et j'aimerais du coup peut-être m'adresser à chacun d'entre vous, peut-être en 30 secondes, parce que maintenant on arrive en fin de journée, mais en 30 secondes, peut-être une notion clé que vous aimeriez relever, peut-être une interrogation auprès de l'audience également, mais pour conclure, peut-être en commençant, Julien, par vous, qu'est-ce que tout ça vous évoque ? Oui. C'est bon, oui. Merci. Oui, tous ces sujets autour de l'IA montrent bien qu'il faut apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle. Il faut apprendre avec l'intelligence artificielle. Donc oui, c'est, je pense, un challenge qui va arriver. De notre côté, dans notre centrale, on propose aujourd'hui un marché qui, justement, apporte des prestations d'aide pour travailler avec l'IA, de la formation. Tous ces éléments, effectivement, sont très importants pour que l'IA soit un outil qui soit vraiment vertueux et qu'on gomme les biais, voilà, tout ce qui peut être
mauvais dans l'IA. Donc ça se transforme aussi en politique d'achat, du coup. Chez nous, ça s'est transformé en politique d'achat. C'est un levier. Effectivement, là encore, c'est pour essayer de répondre aux besoins de nos adhérents. Tout à fait. Tout à fait. Louis-Joseph, de votre côté? Alors, le fruit de ces réflexions nous a amené en fait à faire évoluer notre capacité de recherche. Et on avait des enseignants-chercheurs qui étaient spécialistes du traitement du signal, des mathématiques, de l'IA. Et nous intégrons cette année 2 collègues qui sont l'un spécialiste de l'éthique de l'IA, donc un spécialiste de ce sujet spécifiquement, et une psychologue dont la spécialité c'est le lien entre psychologie et numérique, tant dans l'identification, on va dire, la pathologie liée au numérique, mais aussi, et c'est ça la bonne nouvelle, le numérique est aussi un outil de thérapie, et donc elle sera au sein de l'ISEP et en partenariat avec des établissements de soins, puisqu'on a un énorme projet autour du numérique qui contribue au traitement de la vulnérabilité psychique, pour mettre le numérique au service des personnes qui en ont besoin, mais qui en ont besoin dans une perspective d'autonomie et non pas de dépendance. Intéressant. Stéphane? Moi, j'aimerais finir en nous rappelant que, en fait, l'IA, c'est pas que de l'IA générative. Et en fait, une des grandes questions, c'est exactement la question de notre prochain rapport, les perspectives de l'éducation numérique, sera sur l'IA générative et toutes les difficultés justement que ça pose pour continuer d'entraîner notre propre réseau de neurones. Mais il y a aussi des tas d'autres IA qui ne sont pas génératives, en fait. Et en éducation, c'était l'essentiel de l'IA jusqu'à il y a 2 ans. Et qui peut être tout à fait utile, qu'on ne connaît pas suffisamment. Et donc, je pense qu'il faut aussi garder un œil sur les risques, mais aussi voir les possibles, en fait, et essayer d'avoir un peu plus d'imagination, parfois, justement, dans notre utilisation du numérique en éducation. Donc, nous, c'est ce à quoi on travaille. On travaille aussi sur les politiques, et la version française des perspectives de l'éducation numérique paraît demain, donc sur notre site web. Si vous le souhaitez. Perspective de l'éducation numérique de l'OCDE, c'est ça? C'est ça. Super, merci beaucoup. Denis, en conclusion également, 15 secondes parce que le salon va fermer, on va être mis à la porte là. En conclusion, c'est que le monde est en train d'être bouleversé, changé, va évoluer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un enfant qui rentre à la maternelle occupera une position qui n'existe probablement pas aujourd'hui. Donc il faudra adapter nos systèmes éducatifs. En tout cas, il faudra accélérer l'adaptabilité de notre système éducatif pour créer des cerveaux qui auront un sens critique plutôt que uniquement du savoir et appliquer du savoir qu'on leur aura inculqué. Et il y a des études qui ont été menées, notamment aux États-Unis. Il y a dans 20 ans plus de 60 millions de travailleurs les moins rémunérés dont les jobs auront disparu. Donc il faut le prendre en compte, il faut s'adapter et faire en sorte que notre force de travail de demain soit formée le plus efficacement possible pour faire face à cette rémunération, parce que ce qui est certain, c'est que moi je suis d'une génération où une compétence, on faisait globalement une carrière, ce ne sera plus le cas demain, ça on peut en être sûr. Et donc il faut adapter notre système éducatif et d'enseignement pour faire face à ces défis. Merci beaucoup Denis, merci beaucoup à tous. Merci à vous d'avoir participé. Bien sûr, on est à votre disposition, tant qu'on n'est pas mis à la porte, on est à votre disposition pour répondre à vos questions si vous voulez. Et puis voilà, avec un certain nombre d'appels de chacun sur un certain nombre de matériel mis à votre disposition pour aller plus loin sur ce sujet-là, que ce soit par l'OCDE, par Impact IA, par les démarches aussi menées par l'ISEP et effectivement le site dédié de la Canut. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et encore un grand merci d'être venu, d'être resté avec nous jusqu'à 18 h parce que c'était la fin du salon. Je pense que tout le monde est bien fatigué, donc un grand merci d'être resté avec nous. Merci beaucoup et bonne soirée.